Climate change is a defining issue of our time, and there is no time to lose. If we do not take action now, we will have to pay much more. I think it sends an incredible message, and it's a very powerful one that people really should be taking climate change seriously, because we're at a very unique point in history in which we can actually tackle this problem right now and get ahead of it rather than wait another 15 years and let it overtake us. The climate is a very important thing. We've got a few years left to solve it, and the governments aren't doing anything at the international level. It needs people globally to put pressure on them. Well, we as a nation are one of the biggest polluters of carbon. We have to ratify the treaty. The last time we didn't do it. The time before we didn't do it. We need to ratify a treaty that cuts our carbon in the atmosphere. C'était en septembre 2014 et c'était déjà de la plus grande manifestation organisée jusqu'à ce jour dans les rues de New York, on a vu Ban Ki-moon et diverses personnalités, mais il y avait 300 000 personnes donc autour d'eux pour lutter contre le réchauffement climatique et mettre la question du climat au centre des conversations. Second plateau, donc, comment mobiliser, on vient de le voir à New York, 300 000 personnes sur le climat. Avec vous, Juliette Rousseau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de la coalition Climat 21 et donc vous luttez en particulier pour une meilleure justice climatique. Stéphane Karkov, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le chef, le président de la... Il ne faut pas dire le président, sinon je vais me faire virer. Le délégué général. Le délégué général, excusez-moi, d'Agir pour l'environnement. Agir pour l'environnement est une association française de mobilisation citoyenne et qui est assez ancienne, puisque je crois qu'elle a été créée avec un certain retentissement à l'époque, en 1997. Oui, bien ça, c'est ça. Jade. Alors Juliette Rousseau, vous êtes coordinatrice de la coalition Climat 21. La coalition Climat 21 regroupe 130 organisations. C'est vraiment le réseau qui préparait depuis de longs mois et même depuis un an au moins la mobilisation citoyenne pendant la COP 21, le sommet du climat qui commence lundi prochain, le 30 novembre. Comment faire pour quand même mobiliser sur le climat alors que les manifestations principales sont interdites en cette situation d'état d'urgence ? On préparait, mais on prépare toujours. Hein. Je pense qu'on a tous tendance à parler au passé ces temps-ci, mais nous, on n'a pas renoncé à mobiliser. Simplement, effectivement, le contexte n'est plus du tout le même. Dès dimanche prochain, oui. Ah bon, alors expliquez-nous ça. Bon, déjà, on n'est pas les seuls à mobiliser. Hein. Je pense qu'il faut quand même noter qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui étaient prévues qui se maintiennent. Nous, dimanche prochain, on organisera un certain nombre de choses. On proposera notamment un module de mobilisation en ligne. Il faudrait peut-être juste préciser que devait avoir lieu le 29 novembre, donc ce dimanche, une grande marche pour le climat qui devait être un peu l'équivalent parisien de la marche new-yorkaise dont on vient de voir les images. Donc c'est vrai qu'il y avait un enjeu particulier sur cette marche. Oui, je pense que c'est important de préciser aussi que déjà c'était 400 000 personnes, pas 300 000. 400 000. C'est pas très important. Selon les par contre, je pense que les chiffres de Juliette sont meilleurs que les miens qui sont ceux de la police. Donc 400 000. Non, je pense que ce qui est important par contre de préciser, c'est qu'effectivement la nature, ou plutôt la composition des organisations qui ont préparé cette marche à New York pendant à peu près un an également, est assez similaire finalement à la composition de la coalition Climat 21 en France. Et c'est un petit peu la même convergence à la fois de syndicats, d'ONG environnementales et de solidarité internationale, mais aussi plutôt de mouvements sociaux, de luttes locales et de groupes de foi. Donc cette espèce d'ensemble un peu composite qui est, il faut dire, quand même assez inédit en France. Donc effectivement, le 29 novembre, on préparait une marche qui se situait dans dans le direct héritage de cette marche du 21 septembre à New York. Je crois qu'un premier élément qu'il faut préciser, c'est que la marche de Paris a été annulée. En revanche, il y en a encore 57 autres qui se tiennent dans le monde entier. Donc ça sera, quoi qu'il en soit, un moment de mobilisation inédit. Et on aura, quoi qu'il en soit, des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes qui marcheront les 28 et les 29 novembre dans les capitales du monde. À Paris, effectivement, la préfecture de police nous a expliqué la semaine dernière qu'il ne serait pas possible pour nous de nous rassembler dans la rue,
que toute forme de rassemblement en fait, dans la rue, à l'extérieur, serait interdite. Et donc, nous, on s'est creusé les méninges depuis ce moment-là pour trouver d'autres formes de mobilisation, partant néanmoins du principe qu'il n'était pas acceptable pour nous que la COP21 se tienne sans mobilisation de la société civile et qu'il n'était pas non plus recevable qu'on nous dise que nos voix ne pourraient pas se faire entendre d'une manière ou d'une autre dans l'espace public. Donc, dimanche, le 29 novembre, on organisera différentes choses. Il y aura à la fois un module de mobilisation en ligne qui permettra de mettre en lien les gens qui souhaitaient marcher avec des gens qui marcheront effectivement dans ces 57 marches auxquelles je faisais référence. Et puis également, on organisera une chaîne humaine qui en fait se déroulera tout le long du parcours de la marche. Chaîne humaine qui n'est donc pas une concentration de personnes, mais qui est bien une mobilisation avec plusieurs milliers de personnes en déroulé sur un parcours. Voilà. Donc il y a quand même, vous lâchez pas sur la volonté d'être présent physiquement dans l'espace public. Non. On comprend bien que c'est pas un rassemblement comme une manifestation, mais il y a quand même voilà. Et pourquoi c'était si important pour vous de quand même assurer cette présence physique dans l'espace public et pas simplement par des décors ou par des musiques comme ça avait été évoqué dans un premier temps? Alors, ça a été évoqué, on a essayé de le pousser et on nous l'a interdit également. C'est-à-dire, y compris des installations artistiques qui n'impliquaient pas de mettre des gens dans la rue, sauf au moment de l'installation, et ce n'était pas beaucoup de personnes, ça nous a également été interdit. Je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'effectivement, nous, on a compris que si on voulait exister dans l'espace public, il allait falloir faire preuve d'un peu de courage et de créativité. Pourquoi est-ce que c'est important de maintenir une voix de la société civile et des mouvements sociaux au moment de la COP? Je pense que ça a déjà été un petit peu abordé par les intervenants précédents. Si on considère que le dérèglement climatique nous affecte toutes et tous à terme et menace notre survie, si l'on considère qu'après plus de 20 ans de négociations, non seulement on n'a pas réussi à résoudre cette crise climatique, mais en plus on l'a laissé s'aggraver, enfin, si l'on considère qu'on peut envisager comme des victoires des décisions politiques qui ont été prises notamment cette année, par exemple, on peut penser à la décision du président Obama de ne pas construire le pipeline Keystone, et si on considère que ces décisions politiques ont en fait pour origine des mouvements sociaux qui se sont déclinés de plein de façons différentes, et je pense avec la diversité qui est celle de la coalition, c'est-à-dire des actions légales et des actions de désobéissance, je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas acceptable de dire... d'une part de ce sommet qu'il est extrêmement important, qu'il doit relever un certain nombre d'enjeux majeurs, tout en disant le plus naturellement du monde, comme l'a fait Manuel Valls récemment, on va réduire la COP21 à l'essentiel. Et donc, en fait, implicitement, ça veut dire qu'on n'aura pas de mobilisation de la société civile dans la rue. Et que vous n'êtes pas l'essentiel dans son esprit. Ça veut dire qu'on n'est pas l'essentiel, effectivement. Même position. Oui, mais bien noter que la manifestation n'était pas une fin en soi, c'était une étape dans la construction d'un vaste mouvement qui pourrait rassembler beaucoup plus largement que la sphère écolo. Et en ça, notre agenda n'a pas été bouleversé par les attentats. On sait très bien qu'il faudra construire dans le moyen et long terme un grand mouvement qui puisse toucher le commun des mortels et une fois encore, ne pas mimer l'agenda institutionnel en suivant l'agenda institutionnel avec tout le caractère versatile. On sait très bien, on l'a vécu pendant le Grenelle de l'environnement, on a suivi benoîtement l'agenda de Sarkozy à l'époque, et le jour où il a dit l'environnement, ça commence à bien faire, et bien on s'est retrouvé en se disant on n'a plus d'espace médiatique. Donc il faut qu'on crée un espace autonome où on puisse développer un argumentaire, une éducation populaire, de façon à accompagner le grand public vers cette transition écologique et, en premier lieu, la prise en compte des déterminants qui amènent au chaos climatique. Alors c'est un peu toute la question et puis aussi le sens de cette discussion-là sur la mobilisation, parce qu'on voit que c'est souvent ce qu'on vous reproche au fond. C'est une affaire de spécialistes qui discutent entre eux. Le grand public, là je fais dans la caricature, vous allez me corriger, reste assez imperméable finalement à ces questions, et justement on voit bien qu'il y a une absence de mobilisation citoyenne. Avant de me dire que ce n'est pas vrai, ce qui est peut-être le cas, comment l'expliquez-vous, en tout cas, cette image comme ça d'indifférence? Tout d'abord... Ou de manque de mobilisation, si indifférence est un mot trop fort. Il est vrai que les questions écologiques restent confinées à la sphère écologiste, à une certaine catégorie de spécialistes. On est en train d'en sortir, mais c'est vrai que c'est resté longtemps la question. Et puis qu'à la différence des sujets sociaux,
qui trouvent des acteurs mobilisés, des syndicats, des travailleurs, etc., qui voient un intérêt à se mobiliser pour obtenir des choses, les questions écologiques restent orphelines de personnes qui se mobilisent et qui ont un intérêt à agir. Et on se retrouve assez régulièrement avec des écolos qui vont défendre des acteurs absents, qui peuvent être l'environnement, qui peuvent être le climat, la biodiversité, les générations futures. Sauf qu'une fois qu'un responsable politique se présente devant les citoyens pour être élu, eh ben, les générations futures pèsent pas grand-chose. Donc, charge à nous de retisser... Mais c'est la théorie de l'acteur absent, justement. C'est-à-dire que l'acteur n'est pas là. Mais tout l'enjeu, c'est justement de retisser un lien de causalité, entre les causes et les conséquences. Eros, tout à l'heure, disait le lien peut être diffus entre le temps et l'espace, c'est-à-dire celui qui pollue ne va pas forcément être la victime. Tout l'enjeu, c'est pour nous de retisser un lien et de dire chaque individu va être victime direct ou indirect du dérèglement climatique. Et ça, c'est un vrai travail de pédagogie à faire et aussi de démontrer qu'il y a un intérêt à agir pour chaque citoyen, qu'il soit automobiliste, qu'il soit parent d'élève, qu'il soit malade, qu'il soit, etc., etc. On peut décliner, et c'est toute la richesse de la Coalition 21, que de mobiliser des communautés. Pas seulement l'écologiste en tant que tel, la personne qui est totalement convaincue. L'enjeu, c'est d'amener des gens qui ne sont pas forcément convaincus et de réussir à leur démontrer que, potentiellement, par des gestes simples, ils peuvent agir. Et, une fois encore, l'écologie, ce n'est pas une fin, c'est un moyen, c'est un cheminement. Donc l'enjeu, c'est d'amener des gens, petit à petit, à prendre conscience du dérèglement climatique et d'essayer de voir comment on peut agir sur ces déterminants. Juliette. Moi, je pense que... tout ça, c'est quand même une question de prisme. C'est-à-dire, de quoi on parle quand on parle d'environnement, de quoi on parle quand on parle d'expertise. Moi, personnellement, je crois qu'en fait, il y a une vraie expertise des populations, des mouvements sociaux, quand il s'agit de sujets qui les touchent directement. Je pense par exemple à la lutte de Notre-Dame-des-Landes, qui a eu la capacité de développer une véritable expertise citoyenne, qui a usé de tous les recours légaux pour se faire entendre et qui s'est finalement confronté à un pouvoir qui refuse de l'entendre et qui est un mur en réalité. Je pense que cette expertise-là, en réalité, elle existe, mais qu'il y a une certaine opportunité à continuer de nous maintenir dans une position de consommateurs à sensibiliser. Et on entend vraiment très fortement ce discours sur la sensibilisation nécessaire à la question du dérèglement climatique, qui est finalement un discours qui a tendance à effacer les responsabilités, à effacer les inégalités. Et moi, j'ai envie de dire que la situation dans laquelle on est aujourd'hui, avec cet état d'urgence au moment de la COP, qui finalement fait que l'espace de la COP va être délimité à un espace officiel avec des personnes accréditées et avec en fait des experts, à mon avis, va plutôt dans le sens de mon argument, c'est-à-dire on n'a pas envie d'entendre d'autres formes d'expertise. On n'a pas envie d'entendre d'autres formes d'expertise qui pourraient finalement apparaître comme des voies contradictoires. C'est totalement évident, d'autant que les menaces sur la marche, elles ne datent pas des attentats. On avait déjà des signaux sur la fermeture des frontières, sur un certain nombre d'interdictions ou de restrictions au droit de manifester, qui a amené le gouvernement à saisir, entre 12 guillemets, cette opportunité pour interdire les marches. On sait très bien qu'ils avaient peur des Black Blocs, on sait très bien qu'ils avaient peur des zadistes, et c'est une bonne occasion finalement de dire, finalement, la COP21, c'est la négociation, et tout le reste n'est que anecdote. Et pas les luttes sociales, et pas les mouvements sociaux. Et c'est là où ils se trompent profondément. C'est qu'on n'aboutira pas à un vrai acte corps qui changera réellement les choses sans des citoyens mobilisés, sans qu'au plus profond de chaque individu, on ait conscience de l'impératif climatique et des possibilités de... En vous écoutant, je me dis même que si votre hypothèse un peu paranoïaque est vraie, c'est très embêtant parce que même François Hollande, d'un point de vue politique, avec la France qui reçoit cette COP21, s'il avait eu, je vous dis le truc naïf, s'il avait eu une belle jeunesse ou pas, d'ailleurs mobilisée dans les rues, et justement une marche citoyenne la veille de son ouverture internationale avec tous les puissants de ce monde, mais en même temps, l'image aurait pu être fantastique pour lui. Vous voyez, l'image aurait été sans doute fantastique, sauf que la jeunesse, elle réfléchit aussi et elle essaie de créer des liens
de cause à effet. Et quand vous avez un chef de l'État qui, du haut de la tribune des Nations Unies, va haranguer les chefs d'État, va avoir un discours lyrique sur le climat, et que parallèlement à ça, vous avez son Premier ministre qui défend Notre-Dame-des-Landes, qui défend des fermes-usines, qui défend des programmes autoroutiers, évidemment, la jeunesse, elle se dit, il y a duplicité. Et donc finalement, l'opération tombe dans le même hiatus. Dans le même hiatus. Je pense qu'effectivement, si la marche se résumait à une jeunesse qui venait acclamer le chef de l'État, elle n'aurait pas été interdite. La question, c'est qu'à un moment, quand on marche, on revendique quelque chose. Quand on revendique quelque chose, on déstabilise le pouvoir. Voilà, à un moment, l'objet d'une manifestation, ce n'est pas juste d'applaudir un chef de l'État. Et les encourager à agir, ce qui est aussi, c'était de leur déléguer la seule responsabilité. Un mot là-dessus, Juliette Rousseau. Et je pense aussi que la marche, elle s'intégrait dans un agenda de mobilisation qu'on avait nous-mêmes... On appelait ça une montée en tension. Ce qu'on voulait, c'était que la marche soit le feu vert d'une montée en tension d'une multitude d'actions qui se seraient organisées au cours des 2 semaines et qui auraient abouti à une action de masse le 12 décembre. Je pense, et là, ça a été une surprise pour moi, finalement, que cette diversité d'organisations, loin de rassurer le gouvernement, elle l'a plutôt inquiété. C'est-à-dire que tout d'un coup se retrouvent dans le même espace de discussion et d'organisation des mouvements et des dynamiques qui jusque-là ne travaillaient pas vraiment ensemble. Ça les a plutôt inquiétés. Juliette Rousseau, vous faites partie de ceux, dans ce mouvement du climat, qui n'est pas vraiment un mouvement, mais on va dire qui est en train de se constituer, vous faites partie des personnes pour qui la question de la justice climatique, de la justice environnementale est primordiale. Pourquoi ? Je pense que Eros a quand même déjà beaucoup parlé de cette question. Pourquoi, pour vous, c'est le bon moyen de mobiliser sur le climat ? Pourquoi c'est la bonne entrée ? En dehors de la justification. Je vais être très sincère. Je suis pas concernée par la question de la justice climatique parce que je pense que c'est la bonne entrée, mais parce que pour moi, en tant que militante, il serait pas acceptable de lutter pour un monde délivré du chaos climatique, mais qui continuerait d'être un monde d'inégalité. On voit très bien aujourd'hui qu'on a tout un discours sur l'environnement qui est un discours qui fait complètement fi de la réalité des inégalités et qu'on peut construire des écoquartiers dans une même ville, d'un côté des écoquartiers et de l'autre côté des quartiers où on va aller mettre les industries polluantes, les incinérateurs, etc., etc. Pour moi, c'est absolument pas une société désirable et il est hors de question en tant que militante que je consacre tout mon temps à finalement un modèle qui serait un modèle de protection de l'environnement, mais tout en continuant à traiter de façon inégale des populations. Donc, cette idée de justice climatique qui est très nouvelle en France, qui vient des mouvements de justice environnementale qui existent depuis des années aux États-Unis par exemple, mais pas seulement, est-ce que vous la sentez prendre un petit peu ? Est-ce qu'elle prend dans les milieux militants et écologistes ? Oui, je crois qu'elle prend. Je crois que, et ça c'est presque inquantifiable. Effectivement, c'est facile de dire, on a eu 300 000 personnes à une manifestation, on a organisé une action qui a fait ça aussi. Il y a des choses qui sont, à mon avis, beaucoup plus fondamentales et qui sont pour le coup inquantifiables et qui ne nous seront pas retirées par les attentats du 13 novembre. Et je pense que c'est important de le souligner. Et c'est notamment, effectivement, je pense, une certaine prise de conscience politique dans certains réseaux, des rencontres qui ont été organisées grâce à la COP21. Et je pense qu'effectivement, depuis le début, la coalition a dit très clairement Paris ne sera pas une fin en soi. La COP21, c'est une étape de plus dans la construction d'un mouvement qui a son agenda propre. Et je pense que là aussi, c'est important de le souligner. Et cette COP21, elle a presque un effet de catalyseur d'énergie, de galvanisant. On a eu un certain nombre de discussions au cours de l'année qui étaient extrêmement intéressantes, où on a pu justement échanger notamment avec les mouvements américains de la justice environnementale, qui ne sont pas des mouvements issus des mouvements environnementaux, mais qui sont issus des mouvements pour les droits civiques. Et ça, c'est... Et c'est vrai que je pense que ça a généré tout un renouveau dans la réflexion politique en France de certains mouvements qui n'étaient pas des mouvements issus, qui ne sont toujours pas d'ailleurs, des mouvements issus ni de l'environnement ni du climat, mais plutôt des mouvements de quartier, des mouvements qui sont plutôt issus des luttes antiracistes, des luttes décoloniales, etc. Et je pense qu'à ce niveau-là, on est en train de construire quelque chose. Mais là, encore une fois, c'est inquantifiable. Et j'ai presque envie de dire que peut-être, dans quelques années, on se dira, effectivement, Paris a été le début de cette réflexion politique en France. Oui, ce mouvement, je vais peser mes mots, mais je pense qu'il est profondément révolutionnaire. Parce qu'il nous oblige à rompre
pas seulement avec les 30 Glorieuses, mais avec une certaine façon de faire, avec des automatismes, avec les mythes fondateurs de la révolution industrielle qui se sont incarnés dans des grands projets, des industries lourdes, etc., etc. Et là, ce qu'on constate, c'est qu'on arrive à la fin d'un cycle. L'objet, c'est de reboucler tout ça en disant maintenant, il y a un autre modèle qui doit être pris en compte, qui doit reposer sur la sobriété énergétique, sur le développement des énergies renouvelables et sur un nouvel équilibre. Or, depuis 2 siècles, on a pompé tel des Shadocks et à un moment, on arrive à une fin de course et il faut un autre modèle. Sauf que la classe politique qui est élue aujourd'hui, elle est le résultat de ces 30 glorieuses, de ces 50 gaspilleuses et globalement avec une vraie difficulté à franchir le cap, avec une peur certaine de ne pas être élu, de ne pas savoir comment générer de la croissance si à un moment on ne gaspille plus, etc. etc. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Pomper tels les Shadocks, les plus de 40 ans nous comprendront. Mais effectivement, ça sera le thème du 3e plateau, c'est-à-dire ce qu'on appelle la dépendance fossile. Peut-on sortir du pétrole et comment? Et pourquoi n'en parle-t-on pas comme objectif politique quand même quasiment jamais? Parce qu'on ne peut pas dire que ça soit beaucoup sur la table, disons, dans la vaste sphère de la communication. On va se retrouver dans quelques minutes. Merci beaucoup à tous les deux.